Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Communautés juives un peu partout dans le monde sont le résultat de grands moments de conversion et que la religion juive a été une religion prosélyte et qu'un certain nombre de peuples qui n'avaient aucun rapport ethnique, racial avec les tribus d'Israël ou génétique, parce que je dis génétique parce qu'un certain nombre de savants aujourd'hui, y compris en Israël, cherchent à trouver une origine commune génétiquement, un ADN commun aux juifs, ce qui est absurde, et ce qui est à la limite antisémite, mais il y a là quelque chose qui est très fort dans le livre de Shlomo Sand, c'est qu'il montre qu'il y a eu des grandes périodes de conversion et que ça explique la dispersion des Juifs dans le monde, notamment trois grandes périodes, le royaume des Ignars, la reine berbère Caïna, et puis évidemment cette fameuse 13e tribu d'Israël, comme on l'a appelé, le royaume des Khazars. Et juste un dernier point, le royaume des Khazars, le royaume qui était à peu près localisé en Crimée, qui va exister entre le 8e, au 8e, 10e siècle après Jésus-Christ évidemment, ce royaume qui a battu monnaie en hébreu, avec des inscriptions en hébreu, eh bien, si on prend la thèse de Shlomo Sand, il y a d'autres historiens qui ont défendu la même thèse avant lui, ça veut dire que, en gros, pour aller vite, les Ashkénazes sont essentiellement des descendants des Khazars et que Hitler n'aurait jamais tué aucun juif de Judée, mais il aurait tué uniquement des descendants des Khazars. Vous voyez ? Shlomo Sand que la notion de peuple juif contraint à l'exil figure dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël en 48. Oui, bien sûr. Peuple juif contraint à l'exil. Voilà, et c'est évidemment là que son livre fait polémique et dérange beaucoup de gens. Je rencontre un certain nombre d'amis qui me disent, il a peut-être raison, Shlomo Sand, mais c'est pas le moment de le dire. Pourquoi ? Parce que, il faut pas désespérer Billancourt, c'est toujours la même idée. Il faut pas dire la vérité parce que dans le contexte actuel, au fond, ça dessert l'État d'Israël et puis ça va plutôt être utilisé par des Palestiniens qui ne seront pas forcément bienveillants. Bon, alors tout ça, évidemment, est compliqué. Laissons-le de côté. Intéressons-nous pour l'instant à la vérité historique. Vous voyez, là où Shlomo Sand permet, à la lumière de l'histoire, et de l'historiographie, comme disait Jacques, parce qu'en effet, il ne prétend pas inventer des choses nouvelles. Par exemple, l'affaire des Khazars, elle est bien connue. Kessler avait écrit un livre célèbre, La 13e tribu. Marek Alter avait publié un très beau livre sur les Khazars, et dans lesquels il disait au fond la même chose que Shlomo Sand, à savoir que l'immense majorité des Ashkénazes sont probablement des descendants des Khazars, qui est un peuple converti. Pourquoi ils sont convertis ? C'est très intéressant. Pourquoi à la fois la religion juive a été prosélyte et pourquoi les gens se sont convertis au judaïsme ? Aujourd'hui, ça nous paraît très étrange. Oui, parce que la religion juive n'est plus prosélyte aujourd'hui. Exactement. Et parce que qui aurait envie aujourd'hui un peuple qui voudrait se convertir au judaïsme ? Ça paraît très très bien. En vérité, ce que montre Shlomo Sand, qui est très intéressant, c'est que des peuples entiers se sont convertis au judaïsme. D'abord, ils trouvaient que cette religion était très belle, mais aussi parce que ça leur permettait d'échapper à ces deux guerriers terribles qui étaient d'un côté les musulmans, de l'autre les chrétiens. Et donc la conversion au judaïsme était un moyen d'échapper aux deux mâchoires de l'étau, musulmane et chrétienne, et donc de trouver une certaine forme de liberté. Voilà pourquoi la reine Caïna, berbère, se convertit et convertit son peuple. Alors, vous voyez, ça touche une question passionnante. C'est la question qu'évoquait Jacques de l'identité. Aujourd'hui, comment définir un juif français ? Est-ce que c'est une race ? Évidemment pas, et malgré le délire de certains scientifiques israéliens ou américains qui essayent désespérément de trouver un ADN juif pour essayer de conforter l'idée de peuple juif. Et le délire des antisémites, qui eux aussi considèrent que c'est une race pure. Exactement, et d'ailleurs, ce que montre Shlomo Sand, c'est qu'au XIXe siècle, savants ariens allemands, pré-nazis et savants israéliens, et d'ailleurs l'interdiction des mariages mixtes va dans ce sens, veulent à tout prix définir le peuple juif comme une race. Bon, aujourd'hui, très peu de gens tombent dans ce travers terrifiant, donc c'est pas une race, c'est pas une religion, vous avez des juifs laïcs, c'est pas une citoyenneté, on peut être juif sans être israélien. Donc
Montez. Pour m'aider à tout comprendre, j'ai demandé à l'historienne, le docteur Magdelle Leroux, de m'accompagner sur le site. Elle étudie les lambas depuis des années et vient de publier un ouvrage sur les similarités entre leurs coutumes et celles des Israélites de l'Ancien Testament. Donc, Magdelle, il y a des points communs entre les pratiques religieuses des Lembas aujourd'hui et celles des anciens Israélites. Tout à fait. Ils possèdent les restes d'un ancien type de religion israélite très spéciale, qu'ils ont en un sens conservé. C'est un peu la religion de la vieille école. Mais comment ont-ils pu conserver cette identité religieuse pendant toutes ces années, alors qu'ils ont fait ce long voyage d'Israël en Afrique du Sud? C'est la question. Je pense que c'est par leur tradition orale, mais ils sont restés à l'écart des autres groupes. Ils vivaient avec d'autres peuples, ils migraient avec eux vers le sud. L'une de leurs particularités, c'est qu'ils conservent leur culture. Ils la vivent, c'est tout. La plus grande cité de pierre ancienne de l'Afrique subsaharienne. En me promenant autour, j'imagine que ce lieu était une communauté affairée. Le centre d'un empire qui régnait sur un vaste territoire sud-africain. Un centre d'échange où l'on venait de partout. Les Zimbabwéens en sont très fiers. Et comment ne pas les comprendre? Enchanté. Je suis ici pour rencontrer le docteur Edward Matenga, conservateur du site et spécialiste de l'histoire du Grand Zimbabwe. Donc cet endroit était une cité qui régnait sur un royaume. On a construit les premiers édifices sur la colline, puis cela s'est répandu dans la vallée. J'ai aperçu une partie de ces édifices en venant ici, mais je n'imaginais pas la taille du site. Au fond, vous voyez le plus grand édifice qui est la grande enceinte. La grande enceinte, c'est ce grand édifice circulaire? À quoi servait cet endroit? C'est la grande enceinte. Elle fut construite pour l'épouse suprême du roi. La première épouse royale. Oui. Donc il avait beaucoup d'épouses. Edward me raconte que la grande enceinte fut la dernière structure du site à être construite en 1400 avant notre ère. Ce que je veux voir, c'est la tour conique qui, selon Richard Wade, est la même que celle que j'ai vue à Mashima. On appelle ceci la tour conique. Je connaissais l'existence des Lembas depuis longtemps. Le docteur Trevor Jenkins dirige depuis 20 ans l'étude génétique sur les Lembas. Je ne m'étais pas vraiment attaché à retracer leur identité jusqu'à ce qu'un ami qui les étudiait décèle des influences juives dans la musique des Lembas. Donc leur musique diffère de celle de leurs voisins, et cela vous a amené à étudier la génétique. Oui. Les données génétiques ne peuvent pas nous dire que les Lembas sont juifs, mais elles peuvent dévoiler des origines sémites. Exactement. Ce que nous disons, c'est qu'il y a un élément non africain dans le patrimoine génétique des Lembas. Ce qui n'est pas évident pour une peuplade qui vit dans cette partie du monde. Non africaine. Si l'on ne dispose pas de données ou de tests génétiques, comment établir si un groupe est juif ou non? Je me méfie des critères morphologiques pour catégoriser les populations. Donc on ne peut pas dire « Oh, il ou elle a l'air juif, il ou elle n'a pas l'air juif ». Ça n'a aucun rapport avec les origines sémites. Je ne pense pas. Le docteur Jenkins pense que l'ADN se moque des apparences et que la revendication d'une ascendance juive chez les Lembas pourrait en effet être étayée par la génétique. Non seulement leur ADN est très différent de ceux des peuplades voisines, mais selon sa collègue, le docteur Imla Soudial, il contiendrait un élément non africain et même juif. Bonjour, je suis Josh. Ravi de vous voir. Asseyez-vous. Désolé, j'ai des gants, je préfère ne pas vous serrer la main. Pas de problème, merci. Donc je suis revenu à Johannesburg pour en savoir plus sur les Lembas, et j'aimerais que vous me parliez de vos recherches à leur sujet. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que les Lembas d'Afrique du Sud ont une configuration particulière de leur chromosome Y, qui est répandue chez les individus qu'on identifie comme les Kohanim, les prêtres juifs. Dans la tradition juive, les Kohanim appartiennent à la caste des prêtres.
Chose étonnante, les chercheurs ont isolé un brin d'ADN étroitement associé aux Kohanim. On l'appelle l'haplotype modal des Cohen. Et il est pratiquement exclusif aux Juifs qui se prétendent descendants des prêtres. Pratiquement exclusif. L'haplotype modal des Cohen a été identifié chez la caste des prêtres des Lemba. Le fait que le chromosome des Cohen est plus répandu dans ce groupe en particulier est quelque chose qui mérite vraiment d'être étudié. Ce lien corrobore l'histoire orale des Lemba et les indices archéologiques que nous avons vus dans les endroits où ils prétendent avoir vécu. Mais Imla s'empresse d'insister sur les limites de la génétique. Maintenant, est-ce que les Lemba sont juifs parce qu'ils possèdent l'haplotype modal des Cohen? C'est quelque chose que la science ne peut dire, parce que l'identité culturelle est une construction sociale. Aucune donnée génétique ne vous dira si vous êtes juif, ou hindou, ou chrétien, ou quoi que ce soit. Imla m'explique que la présence de l'haplotype modal des Cohen ne peut rien nous dire sur la religion des Lemba. Toutefois, et c'est tout aussi remarquable, elle peut nous dire de quelle région venaient leurs ancêtres, et ce n'est pas d'Afrique. Cette information génétique nous montre que les fondateurs venaient d'une région du monde autre que l'Afrique. D'après nos données, je serais prête à parier que c'est le Moyen-Orient. Imla est convaincu que les ancêtres Lemba venaient bien du Moyen-Orient. Il me tarde d'aller voir les Lemba pour savoir ce qu'ils en pensent. Et l'occasion rêvée s'offre à moi. C'est la fête annuelle des Lemba et on m'a invité. Difficile de croire que ces gens qui à première vue ne diffèrent en rien des autres communautés africaines avoisinantes ont en fait un ADN hérité d'ancêtres du Moyen-Orient. C'est la preuve qu'en matière de race, il ne faut pas se fier aux apparences. Cette fête annuelle est l'occasion de transmettre l'histoire orale et les chants traditionnels Lemba à la génération suivante. Cette chanson raconte le périple des Lemba d'Israël jusqu'en Afrique du Sud. Ayant retracé ce voyage, je suis impatient d'entendre ce que Samuel Moeti pense des preuves génétiques. Ainsi, les tests génétiques ont prouvé aux sceptiques ce que vous et vos ancêtres ont clamé depuis des générations. Cette nouvelle doit vous ravir. C'est vrai. Je serai honnête, je n'avais jamais entendu parler du peuple Lemba. Mais maintenant que j'ai fait le voyage de Jérusalem au Zimbabwe, maintenant que j'ai assisté à cette célébration, que j'ai appris à connaître votre peuple, je n'ai qu'un mot à dire. Et c'est Shalom. Shalom. Nous avons vu que la science a confirmé les dires des Lemba après des années de doutes et de préjugés. Les indices archéologiques, les preuves génétiques et l'histoire orale des Lemba eux-mêmes se complètent pour faire une démonstration très convaincante. Ce qui a été le plus passionnant dans ce voyage et dans ma découverte de ce que les Lemba ont vécu en allant du nord d'Israël jusqu'à l'Afrique du Sud, c'est qu'il y a très peu de preuves archéologiques sur le terrain pour dire définitivement « voici ce que les Lemba ont fait ». C'est pour cela que je trouve l'élément génétique si convaincant, car on ne peut pas tricher avec l'ADN, il est dans notre sang. C'est une nouvelle preuve que les premières impressions sont parfois trompeuses. Il était difficile de croire qu'une tribu de Noirs africains pouvait être les descendants des anciens Israélites. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il semble être. Nous ne sommes pas perdus. Nous sommes dispersés. Nous sommes héros d'origine.